De l'autre côté, Brandon Martin! Quel tir, Mario! Oh, que... La précision de ce tir. Ayotte à Bilodeau. Bilodeau qui est seul devant le gardien. Il va un tir et le but! Gabriel Bilodeau! Alexandre Pivard! Bonsoir les jeux de la semaine! Deux mecs, quel arrêt de la part de côté de la main. Le laver. La fin, le tir et le but! 3-20. De l'autre côté, oui, il est but! Et voilà! L'assurance est champion! Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à la Source LNH, le balado officiel de la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Alexandre Fortin des Éperviers de Sorel-Tracy. Dave, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, yes. Un gros show en perspective. On reçoit un joueur là, qui a touché à la Ligue nationale là, ce soir. Je suis convaincu qu'il va y avoir une panoplie là, d'anecdotes qui va être palpitante. Exact. C'est pas toutes les semaines qu'on a la chance d'avoir des joueurs. Il y en a quelques-uns dans la Ligue, là, donc des joueurs qui ont touché à la Ligue nationale avec les Blackhawks de Chicago. Donc, eu la chance de jouer avec... c'est un peu la fin de la dynastie, si on peut l'appeler ici, là, mais qui a eu la chance de jouer quand même avec les Patrick King, les Jonathan Toews, Duncan Keith et compagnie. Fait qu'on va pouvoir parler de ça aussi, là, de son excellent début de saison avec les Éperviers. Là, Alexandre Fortin, qui, par les temps qui courent, ramasse les points à un rythme quand même assez impressionnant. Il est rendu cinquième marqueur dans la Ligue. Fait qu'on va pouvoir parler de ça aussi. Sinon, là, faire le tour des nouvelles dans la Ligue nord-américaine également. Si tu vois, je pense que tu es en train de partager là, comme d'habitude. Ouais, ça, je bon. Je regarde par en bas, c'est parce que je regarde un peu mon sel. Bon, on va y aller avec les nouvelles sans plus tarder. Donc, je commence toujours par les 3 étoiles. Donc, 3 étoiles la semaine qui ont été annoncées aujourd'hui. Donc, 3e étoile, le gardien des Trois-L, Étienne Monpetit, qui a récolté là, la victoire vendredi dernier à Jonquière. Donc, solide performance, 27 arrêts sur 28 tirs, a seulement laissé un but en première période. Donc, grosse victoire là, pour Rivière-du-Loup là, sur la route. Donc, après un début de saison un peu plus difficile, là, Rivière-du-Loup qui est en train de se replacer tranquillement. Là. On a des défaites là, en prolongation. Quand même, là, c'est tout le temps des matchs serrés là, dans les derniers temps là, des Rivière-du-Loup. Donc, de commencer à accumuler des victoires, là, c'est plaisant à voir. Ensuite de ça, 2e étoile, Danny Potvin qui a marqué 2 buts vendredi à Thetford Mines et rajouté un but samedi à Saint-Hyacinthe. Donc, fin de semaine de 3 buts pour Danny Potvin. C'est sûr, on n'inscrit pas ce genre de stats-là dans les jeux de la semaine, les joueurs de la semaine, mais aussi là, un solide combat à Saint-Hyacinthe là, face à Nicolas Larivière également. Donc, une grosse fin de semaine chargée pour Danny Potvin là, qui connu beaucoup de succès. Là, il connaît un bon début de saison avec sa nouvelle équipe à Saint-Hyacinthe. Et la première étoile de la semaine, encore une fois, c'est un peu de circonstance. Un des compagnons de trio à notre invité de la semaine, là, Alexandre Fortin, donc Gabriel Paquin-Boudreau, là, qui a connu là, toute une fin de semaine, jeudi. A connu une journée de 2 buts, une passe c'était contre Laval et vendredi, a rajouté une passe là, à Québec. Donc, 2 buts, 2 passes en fin de semaine. Donc, 4 points pour Gabriel Paquin-Boudreau dans une fin de semaine de 2 victoires là, pour les Éperviers. Donc, voilà pour les étoiles de la semaine. Denis Arsenault qui disait « Bonsoir, messieurs, quel arrêt de Monpetit en 3e. » Oui, ça aussi, il faut rajouter aussi. Ça paraît pas dans les stats quand on dit 27 arrêts sur 28 tirs, mais il y a 2-3 arrêts, dont celui que Denis Arsenault doit être en train de parler. Là, quand ton équipe mène par un but en 3e période, il y a des arrêts plus importants que d'autres. Celui-là, là, sur la passe transversale, dans le fond, là, ceux qui ont vu le résumé de match là, des 3L là, étaient dedans. Probablement, on va peut-être se retrouver dans les jeux de la semaine aussi. Là. Donc, un arrêt vraiment important, surtout là, quand ton équipe mène par un but en 3e. Là, c'est clutch, comme on dit. Ensuite de ça, parlant des 3L, vu qu'on est dans le sujet, on va pouvoir y aller. Il y a eu 2 petites transactions, disons mineures, là, du côté de Rivière-du-Loup. Donc, on est allé chercher les droits sur le défenseur Benjamin Gagné
du National de Québec. Donc, en fait, on a échangé, excusez-moi, les droits de Benjamin Gagné au National de Québec. Oui, c'est ça, exact. Donc, Benjamin Gagné qui, dans le fond, lui, est dans la région de Québec. Donc, ça pourrait être un joueur local. Présentement, il évolue en France cette saison. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir le voir cette saison à Québec. C'est peut-être plus un projet à court moyen terme là, que pour cette année, mais c'est quand même un bon défenseur là, qui est un petit peu... Un attaquant, Benjamin Gagné. Benjamin Gagné, je pense, à moins que je me trompe de personne, mais pour moi, c'est un défenseur. Il avait joué une partie, en tout cas, avec le Cool FM. Oui, mais je suis pas mal sûr que c'est un défenseur. Je vais aller vérifier pour être sûr. Qui se trompe aussi. Oui, c'est ça. En tout cas, sinon, l'autre échange, on est allé chercher un défenseur. Oui, c'est un défenseur, Benjamin Gagné. Okay. L'autre échange, on est allé là, chercher de l'assurance performance de défenseur là, Olivier Desroches. Donc, un autre défenseur, là, peut-être un peu pour remplacer là, Benjamin Gagné dans la liste de protection, mais c'est un défenseur qui a quand même joué un match avec l'assurance, 2 matchs avec l'assurance depuis la saison, récolté une passe. Donc, un jeune défenseur là, mobile là, qui pourra là, apporter la profondeur à Rivière-du-Loup. Donc, deux petits échanges à ce niveau-là. Sinon, il y a des plateaux qui ont été atteints. Joël Caron qui a enregistré son 100e point dans la Ligue nord-américaine. Donc, Caron qui... depuis son entrée dans la Ligue, surtout depuis la saison dernière, là, est toujours là, dans les tops des pointeurs là, de la Ligue, connaît encore un excellent début de saison à Laval. Donc, son 100e point. Maxime Lecourt, le capitaine de Thetford Mines, qui a récolté son 300e point dans la Ligue nord-américaine. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui atteignent ce plateau-là dans la Ligue nord-américaine de 300 points. Là, donc, c'est quand même assez impressionnant. Là. Assez impressionnant. Là, c'est sur une saison de 36 matchs, c'est 10 saisons de 30 points. Là, donc, c'est au moins 30 points. C'est quand même impressionnant. Lui qui, d'ailleurs, avait déjà remporté le titre. Je ne sais pas s'il avait remporté le championnat des marqueurs cette année-là, mais avait remporté le titre de joueur le plus utile en 2019-2020. Donc, pour l'assurance, donc Maxime Lecourt. Sinon, je ne sais pas si dans ton petit calepin, là, il y a eu les 2 joueurs qui ont marqué leur premier but dans la Ligue nord-américaine en fin de semaine. Adam Sandstrom à Thetford, le défenseur là, qui a marqué son premier. C'est drôle parce que les deux, c'est arrivé dans le même match, mais Logan Costanero qui a marqué son premier aussi pour Saint-Hyacinthe. Quand même une belle entrée de zone, réception de passe là, en pleine vitesse, s'amener sur l'aile d'un bon tir du poignet. Donc, c'était quand même un beau but là, pour Costanero. Je ne me trompe pas, le but de Sandstrom, c'est justement une passe sur le but de Sandstrom que Maxime Lecourt a fait son plateau de 300 points. Exact. Mais tu sais, Sandstrom, c'était un tir un peu de la pointe, un peu près de la bande, là, dont le gardien ne voyait pas grand-chose. Donc, qui s'est foulé derrière le gardien. Puis sinon, pour Logan Costanero, grosse fin de semaine aussi, parce qu'il a eu son premier combat dans la Ligue nord-américaine samedi. Je ne sais pas si on y reviendra un peu, mais en tout cas, ça a brassé entre Thetford et Saint-Hyacinthe en fin de semaine. Fait que c'est le fun de voir en seulement 2 matchs une rivalité nette comme ça entre 2 équipes. Fait que c'est bon, même les coachs qui se sont envoyés quelques flèches là, dans les entrevues d'après-match aussi. Fait que c'était le fun à voir en fin de semaine. Donc voilà. Sinon, rapidement, il y a eu des matchs. Là, il y a eu le match des toutous à Laval, donc ça a été le fun. Là. On n'a pas le nombre officiel de toutous, là, mais pour venir en aide aux familles là, de Laval là, pour le temps des fêtes. Donc, dans le fond, c'était beau de voir la générosité des gens de Laval. Une autre réussite là, au niveau des toutous. Puis sinon, il y avait aussi le match pour le Radio X. Là. Il y a un article là, qui est sorti sur le site de la Ligue, là, donc sur le match qui a été rendu au Radio X de Québec par le National. Donc, il y avait quand même beaucoup de joueurs présents. Là, peut-être une... C'est 13 joueurs. Il y avait l'entraîneur également à l'époque qui était là. Des invités spéciaux aussi, Éric Bélanger, Alain Côté. Donc, exact. Donc, Éric Bélanger qui a joué, je pense, près de 1000 matchs national. Pour ceux qui ne savent pas, son frère Luc Bélanger est probablement facilement là, dans le top 3 des gardiens dans l'histoire de la Ligue, là, remporté plusieurs championnats. Lui était présent d'ailleurs. Lui était présent, mais son frère est un des meilleurs gardiens de loin l'avoir passé dans la Ligue nord-américaine. Donc, c'était le fun de le voir aussi. D'anciens de la Ligue nationale qui ont joué avec le Radio X, Sylvain Bloin, Jean-Yves Leroux, quand même là, des gros noms là, qui étaient là aussi à Québec.
Donald Brashear également, qui lui est derrière le banc. Là. Marco Charpentier, Brian Lachance, Jérôme Marois, Eric Lesage, Yannick Landry, Patrice Bilodeau, Jason Hamilton également qui était présent, Maxime Mathieu qui était en uniforme pour la nationale, et Sébastien Laferrière qui ont déjà joué pour la Radio X également était présent. Exact. Puis dernière nouvelle, avant d'aller vers notre invité, vendredi. J'ai deux nouvelles. Nouvelle de dernière minute, l'ancien dirigeant là, de la LNH, là, Dean Legitsakos, qui a été embauché comme entraîneur adjoint avec le Phoenix du Collège Esther Blondin. Donc, ça vient de sortir, je pense que ça fait une demi-heure. Donc, l'équipe M18-3A, fait que c'est le fun de voir ça. Il y a également la gang là, de 100% fans des Marquis avec la ville du Saguenay. Je crois Michel Grenier de Beignet Eco, la caserne à jouets du Saguenay, organise une parade de Noël le 14 décembre prochain. Ils vont donner des cadeaux là, aux enfants. Ça commence là au Has de la Rivière au Sable et ça va aller jusqu'au Palais des Sports là, pour l'avant-match là, de la partie des Marquis du 14 décembre. Wow, okay. C'est hot, c'est une parade de Noël. Je pense que c'est peut-être une première, une parade de Noël d'une équipe de la Ligue nord-américaine, c'est cool. Belle initiative. La gang, là, 100% fans des Marquis à chaque année, pour les applaudir, là, ils font tout le temps des trucs comme ça dans les dernières années. C'est le fun à voir là, à Jonquière. Puis sinon, la dernière nouvelle, ça a été annoncé pendant la semaine dernière, mais pour vendredi, le match retour, finalement, le Cool FM qui va retrouver son domicile là, à Saint-Georges, donc au centre sportif La Croix-du-Til. Le match qui va être gratuit, 100% gratuit pour les billets. Je ne sais même pas s'il en reste. Là, déjà, je pense, vendredi ou samedi, on annonçait qu'il y avait déjà 2000 places de réservées. Donc, si jamais vous n'en avez pas, peut-être encore temps, je ne sais pas, mais on attend là, un bon 3000 personnes à Saint-Georges. Puis pour avoir été là, quand Saint-Georges était en finale il y a 2 ans, puis qu'il y avait ça, 3000 personnes là, dans le centre sportif La Croix-du-Til, c'est assez impressionnant. Fait que ça risque d'être toute une soirée vendredi soir à Saint-Georges. Puis en plus, on pourra peut-être en glisser un mot avec Saint-Fortin, mais c'est un match pour la première place. Donc, en plus d'avoir le retour là, au centre sportif La Croix-du-Til, c'est quand même un match avec des bons enjeux. Là, les 2 premières équipes au classement qui s'affrontent. Donc, ça va être hot à Saint-Georges vendredi. Yes. Donc, peut-être quelques salutations avant d'aller avec notre invité Alexandre Fortin. Donc, c'est ton cue, Alex, pour que tu ouvres ta caméra et ton micro. Jean-Paul Veilleux qui dit bonsoir à vous deux et bonne soirée. Danny Charette qui dit salut les boys, ça va? Stéphane Bailey qui dit salut messieurs. Céline et Gilbert Gauthier qui nous dit salut les boys. Emmanuel Gagnon qui dit bonsoir messieurs. Richard Poirier qui nous dit salut à vous deux, toujours plaisant de vous écouter. Et Max Tremblay qui me demande si je vois un événement à Terrebonne samedi. Non, samedi, je fais un podcast live à l'aréna de Candiac pour un tournoi de N18 dans le Roussillon. Donc, s'il y a des gens qui veulent me rencontrer, je vais être là à 16h à l'aréna de Candiac. Et je recevrai Guillaume Dalpé, donc le TikToker. Cool. Donc, on est prêt à y aller avec notre invité de ce soir. Se replace sur sa chaise. Et voilà, Alexandre Fortin des Éperviers de Sorel-Tracy. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Yes. Merci. M'entendez-vous bien? Oui. Parfait. Avec les lumières en arrière, là, c'est un beau setup. Petite ambiance. Une petite ambiance feutrée, ça va être le fun. On parlait là, justement dans l'intro, là, comment est-ce que ça va présentement? On dirait que tu as trouvé tes aises avec les Éperviers dans les derniers matchs. Ça va bien. On ramasse des points, ramasse des victoires. Comment est-ce que tu te sens présentement avec Sorel? Ouais, ça va bien. Écoute, ça a commencé un petit peu slow. Mais là, je me suis adapté. C'est une nouvelle ligue, c'est du nouveau monde, nouvelle équipe. C'est tout un petit peu d'adaptation, peu importe le niveau. Fait que, puis là, je me sens vraiment mieux, puis ça va bien. Puis
avec ma ligne aussi, on a eu une belle chimie qu'on s'est développée. Puis j'ai vu ça tantôt, la première étoile de la semaine. Je suis pas trop d'accord avec ça, mais c'est ça qui est ça. Ça va bien, ça va bien. Ça aurait été qui selon toi? Peut-être Wicked. Wicked a joué du gros. Ouais, aussi. t'as deux buts à Québec vendredi. Non, sans niaiser, il a bien joué. Puis il était dû pour la mettre dedans. Là. Il aurait pu en avoir une couple là, la semaine passée aussi. Fait que il commence à la mettre dedans, ça va être dangereux. Oui, puis parlant justement de votre ligne, là, je pense que ça allait bien quand même depuis le début de la saison, mais depuis que Parkin-Boudreau est revenu de sa suspension, puis que les trois, Parkin-Boudreau, toi puis Antoine Wicked ont été jumelés ensemble, je pense que automatiquement, on dirait que déjà dès le premier match, là, la chimie était là. Parle-nous un petit peu de c'est quoi de jouer avec ces deux joueurs-là. Puis en plus, Antoine Wicked, que tu retrouves de Rouyn-Noranda, qui avait été ton coéquipier dans la Ligue junior majeure. Ouais, je pense que j'ai joué avec Wicked pendant 3 ans à Rouen. Fait qu'il y avait déjà une chimie. J'ai joué avec quasiment une année complète. Fait qu'on avait bien du fun. Les deux, on était très rapides. Fait que ça allait bien. Puis avec Boots qui aime ça qui aime ça le shotter le puck. Puis c'est un gars qui a du talent, il a une bonne vision. Fait que je pense que c'est une belle ensemble. Nous autres, on patine, puis on lui donne le puck, puis lui, il score quand il peut. Là. C'est pas mal ça le game plan. Ouais, on va avoir quelques questions à te poser. Quand même, ton arrivée avec les Éperviers, là, on a eu comme la nouvelle là, que tu allais être en uniforme pour un match à la fin du camp d'entraînement. Tu étais en uniforme, puis on apprenait presque aussitôt que finalement tu étais de l'alignement pour cette année. Ça s'est fait quand même assez rapidement, je pense. Là. Ouais, ben, je n'étais pas décidé encore si je voulais jouer. Écoutez, j'ai travaillé tout l'été. J'étais comme. J'avais décroché un peu. Là, j'avais fini de bonne heure aussi en Slovaquie. J'ai tout revenu, mettons juin, un petit peu plus tard dans l'été. Mais là, quand j'ai fini en Europe, je suis arrivé plus de bonne heure. Faut qu'on dirait que j'avais complètement décroché du hockey. Puis je sais pas si. J'avais pas mis le patin encore. J'avais parlé un petit peu avec Chris, mais je savais pas mes plans encore. Puis, écoutez, ça a vraiment. Un moment donné, je me suis levé un matin, je me suis dit, je vais l'essayer. Puis, 2 mois plus tard, je suis encore en train de jouer les vendredis, les samedis et les dimanches. Là. Puis, comment est-ce que ça s'est fait? Parce que l'année passée, tu jouais quand même du hockey professionnel. Comment est-ce que ça s'est fait dans ta tête quand la saison t'a mené? C'était-tu fini le hockey en Europe ou les circuits, mettons, professionnels aux States? Ou c'était comment un peu ton mindset par rapport à ça? Ou tu étais vraiment juste, on verra où l'avenir nous mènera? Ben, écoutez, ma première année complète dans la course, quand j'ai signé à Hershey, j'avais passé une année dans la course pour la première fois. Puis là, j'avais joué dans le sud, le sud de la. J'avais la Floride, la Caroline du Sud. J'avais tombé en amour avec la place. Puis c'est vraiment des places qui sont outre le hockey, le côté. On est au Québec, quand on a la chance d'être en Caroline du Sud pour une année complète, ou en Floride. Fait que j'avais vraiment aimé ça. Puis l'année passée, quand j'ai signé à Orlando, j'avais comme dans la tête de commencer l'année-là puis voir mes options en Europe. Finalement, j'avais tombé en amour avec l'organisation, je pense que c'est une des meilleures dans la course. Ils me traitaient tellement bien, on avait un beau groupe aussi. Donc, puis ça n'avait pas tant bien commencé. Fait que finalement, j'avais comme décidé de canceller l'Europe puis jouer là parce qu'on avait du fun si on était en Floride. Puis, dernière minute, écoute, ça a bien été pendant un mois. Ça a tellement bien été qu'à un moment donné, j'ai eu un offre que je ne pouvais pas refuser en Europe. Puis j'ai tout le temps dit que je voulais l'essayer au moins une fois. Puis on était dans le break, puis j'ai parlé avec ma blonde, puis j'ai dit, on y va-tu? Puis on était les deux en Floride, nos 2 autos étaient en Floride, tout était en Floride. Finalement, j'ai décidé d'y aller sur un coup de tête, puis j'ai essayé ça, puis j'ai fini l'année là-bas. Là. Puis après ça, tu pensais tourner, ouais. Ben, c'est ça. Ben là, on n'a pas trippé. Là. C'est sûr qu'on est allé en Slovaquie. C'était peut-être pas la meilleure option. Ben, c'était peut-être pas la meilleure place pour tomber en amour avec l'Europe, mais on a pris du temps pour après ça visiter. Fait que j'ai comme vu, on a passé un bon 2 semaines à voyager. On a fait le tour au complet. Fait qu'on a vraiment vu un peu ce qu'on voulait voir de l'Europe. Puis, ça fait déjà une couple d'années, que le hockey, j'étais comme un peu négatif avec ma carrière, ces affaires-là. Fait que
Je me suis dit, OK, j'ai vécu l'Europe. Je pense que là, il est temps de passer à autre chose. Là. Il y avait rien qui. Il n'y avait aucun contrat que je pouvais comme pas refuser, là, dans le sens que le timing était bon, je trouvais. Tu as seulement 27 ans, tu reviens dans la Ligue nord-américaine. Là, je vois la question de Denis qui dit qu'est-ce que tu fais la semaine. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent dans notre circuit là, pour les études ou un autre travail. Est-ce que toi, tu as décidé de te réorienter peut-être dans un domaine, les études, ces choses-là? Oui, ben, moi j'ai tout le temps aimé la construction. Fait que quand le COVID a frappé, moi je m'avais acheté un terrain dans le Nord parce qu'on était confinés là pendant un bout. Fait que j'ai acheté un terrain dans le Nord, puis j'ai tout le temps voulu me construire. Fait que mes 2 ou 3 derniers étés, je les ai consacrés à construire ma maison. On a fait ça à temps perdu, si tu veux, là, durant l'été. Fait qu'au lieu d'aller au gym. Avec des chums, de la famille ou. Ben ouais, il y a mon père puis le père à ma blonde, les deux sont dans la construction. Là, fait que j'ai bien des contacts dans la construction aussi, puis j'ai tout le temps aimé ça. Fait que j'ai pogné un de mes chums aussi qui était là-dedans. Fait que j'avais un bon entourage pour m'équiper à construire ma maison. Puis c'est ça, fait que dans les 3 derniers étés, ben, au lieu d'aller au gym puis lever des poids, ben, je vais des murs puis je plantais des clous. Fait que je voulais apprendre un peu c'était quoi la vraie vie aussi. Fait que non, c'est ça. Fait que j'ai tout le temps été. Ça faisait déjà une couple d'années que je revenais l'été puis je décrochais complètement du hockey pour faire. Je voulais partir mon plan B, si tu veux, de carrière dans la construction. Mais là, après l'été au complet, à me lever à 4h30 du matin, des fois, je me dis, je vais peut-être faire une dernière petite année à faire 1 heure ou 2 de pratique par jour, puis jouer au hockey pour le fun, tu sais. Fait que c'était pas mal ça, le résumé de mes 2-3 dernières années. Puis le timing fait avec l'Europe, la visite de l'Europe. Puis j'étais inscrit aussi pour être électricien. Dans le fond, nous autres, mon père a une compagnie électrique, puis la construction, l'électricité, ça m'a tout le temps intéressé. Fait que ça faisait 2 ans, j'étais inscrit pour retourner à l'école, faire mon cours en électricité. Puis ça a tombé que cet été, j'ai été accepté pour commencer proche de chez nous à Saint-Jérôme parce que je voulais pas aller à Laval. Je voulais vraiment être dans le Nord. J'habite dans le Nord. Fait que à Saint-Jérôme, j'ai été accepté. Puis cet été, fait que ça a un petit peu penché dans la balance aussi. Là. Et pour clore un peu ton arrivée à Sorel-Tracy, tu t'es levé un matin sur un coup de tête, tu te dis je vais aller le laisser pour le fun. Tu es allé jouer une game à Laval en pré-saison. C'est quoi qui a fait pendant ce match-là que tu t'es dit comme finalement, je pourrais bien faire l'année ici puis rejoindre l'équipe? C'est quoi qui t'a donné un peu la piqûre? Je te dirais que cette game-là m'a quasiment fait raccrocher mes patins. C'est comme. J'étais pas sûr, là, mais non, pour vrai, c'était de voir les boys, là, de dire, gars, je parle à des gars qui jouent dans des ligues de garage, puis ces affaires-là, puis le monde paye pour jouer au hockey, fait que, moi, je me disais dans ma tête, pourquoi pas, l'essayer, puis en plus, ben, tu peux faire un revenu de plus en l'essayant, puis finalement, j'étais allé comme... J'ai décidé de l'essayer comme ça, puis finalement, ben, j'ai vu que la ligue était vraiment pas ce que je pensais puis ce que je m'attendais. Puis jouer avec des gars que j'ai connus dans le passé, puis les gars sont là pour avoir du fun. Fait que c'est surtout ça que j'aime. Il n'y a pas de compétition. Les gars veulent gagner en équipe, puis j'ai aimé ça, j'ai aimé mon expérience, puis c'est pour ça que je suis là, puis c'est pas de fun. Tu sais que tu n'es pas obligé de te battre pour faire ta place dans la ligue. Il y a personne dans ma famille qui m'a cru que je me suis battu. Ah ouais? Ben, même moi, pour être en tout cas, je commentais la game, là, même moi, j'étais un peu surpris, quand on regarde, honnêtement, je te pose la question, parce que je sais pas, parce que quand on regarde tes stats, c'était-tu ton premier combat en carrière? Non, c'était mon deuxième. C'était mon deuxième. Ouais. Mais je suis 2 victoires, 0 défaites, fait que c'est pas si pire. And still undefeated! Fait que là, je prends un autre 10 ans de pause, là, fait que... T'as pas reçu un texto de Jake Paul qui veut t'essayer quelque chose? Non. Il a peur de moi, je pense. Si on fait un peu là, une récapitulation de ta carrière,
Tu étais un choix de deuxième ronde des Huskies de Rouyn-Noranda. Tu as joué 3 ans également avec les Huskies. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours junior? Mon parcours junior. Comment je peux dire ça? Tu sais, là, quand j'ai été drafté, je me rappelle comme c'était là, quand j'ai été drafté, j'ai des oncles qui ont joué junior majeur, puis ils ont joué professionnel, puis ils m'ont dit, profite-en, c'est les meilleures années de ta vie, puis j'avais pas vraiment réalisé jusqu'à temps que je sois plus dedans. Tu sais, junior, t'es avec tes chums, tu penses, t'as pas de bill à payer, t'as rien organisé, t'habites dans une pension, t'as pas de bouffe à faire. C'est la plus belle vie que tu peux pas avoir. T'es au hockey, t'es avec des gars 24 heures sur 24, avec une équipe toute l'année. Puis nous autres, moi j'ai été chanceux à Rouen, on a eu 2 bonnes années, qu'on s'est rendu quand même assez loin. Fait que je suis quasiment pas allé je dis que j'ai été chanceux parce que j'ai quasiment pas été à l'école, mais c'est vrai, j'ai pas. La seule fois que je me rappelle au junior, c'est de jouer au hockey. Et, on allait quasiment pas à l'école, on avait tellement de route. J'ai fait un petit peu de cours au cégep. Mon secondaire était fini, puis j'avais jamais l'intention d'aller plus loin au cégep. Fait que je voulais rien que jouer au hockey. Là, fait que, puis pendant mes 2-3 années-là, ben, ça a été le fun. Il y a encore des gars que je parle, puis je vais parler tout le reste de mes jours, c'est sûr. T'as gagné un championnat, je pense aussi. Ouais, on a gagné Coupe du Président, puis après ça, on s'est rendu à la Coupe Memorial. Mais Coupe Memorial, on a perdu en finale. Overtime. Contre probablement la meilleure équipe junior qu'il n'y a pas eu, avec Marner puis les Kachuk. C'était une bonne équipe. C'était une bonne game aussi. C'était quoi tes meilleurs souvenirs de peut-être de la run, là, la Coupe Memorial? C'est quand même. Ben, je pense que c'est à cause de c'est probablement à cause de ce tournoi-là que j'ai réussi à jouer, à signer mon premier contrat national, je te dirais là. Parce que j'ai été drafté, j'étais listé pendant 2 ans, j'avais pas été drafté. Puis je suis tombé à 19 ans. Ouais, 19 ans. Puis tu sais, je savais que c'était une place, c'était un tournoi où est-ce que tu peux te faire voir par tout le monde. Puis j'ai eu vraiment un beau tournoi. Puis c'est là que j'ai eu une invitation. Puis c'est là que ça a commencé. Là. Si j'allais pas à ce tournoi-là, ben j'aurais peut-être pas eu la chance de signer un contrat. Puis le reste. Tu as été invité au camp, donc l'été suivant, ben, quasiment 2-3 mois plus tard, là, avec les Blackhawks au main camp. Ce qui est arrivé, c'est que j'étais supposé aller à Edmonton. Mon agent m'avait dit qu'Edmonton me voulait en septembre, mais que Chicago, il y avait un joueur qui ne pouvait pas se présenter au camp d'invitation. C'est un camp des recrues qu'ils font en plein milieu de l'été. Je ne sais pas s'ils le font encore. Okay. Puis, il faisait tout le temps un camp des recrues en plein milieu de l'été. Puis là, il y en avait un qui ne pouvait pas y aller. Fait que finalement, il m'a dit, tu veux-tu aller là? Pour voir. Fait que moi, je n'étais pas dans une position de dire non à personne. Fait que je suis allé, c'est sûr. Puis c'est là que ça a pop. Là. Ça a tellement bien été que Chicago m'a demandé de revenir. J'ai comme signé un affaire qui dit tu vas aller au main camp si tu viens avec nous. Qui est n'importe quoi parce qu'il y avait tout le monde au main camp, mais c'est pas grave, ça je le savais pas. Ils m'ont vendu de même. Fait que finalement, j'ai dit non à Edmonton. Puis je trouvais que le fit à Chicago, ça allait bien. Fait que j'avais déjà démontré les belles choses à Chicago. Fait que j'ai décidé d'aller à Chicago pour le main camp. Puis j'ai signé c'était même j'ai signé ce camp-là. Là. Écoute, t'es arrivé avec Chicago. T'avais quand même on pourrait dire peut-être la fin de la dynastie, mais tous les joueurs là, des Blackhawks étaient encore là qui avaient gagné la Coupe. Les Taze, King, Seabrook, Keith, Crawford, Dannett, tout ça. J'imagine que tu devais vivre un rêve éveillé, quelque chose dans le même. Ouais, c'était spécial. C'est plus les histoires à la table quand on allait manger. Parce que moi, je me disais, je suis dans la Ligue nationale, je vais avoir je vais vivre des affaires. Je vais vivre des affaires en dehors de la glace plus spéciales, mais c'était plus les histoires, ce que les autres y ont vécu dans le temps. Parce que j'ai joué avec des gars qui 35 ans et plus, que c'était des légendes, mais qu'aujourd'hui sont un petit peu plus calmes avec leurs 4-5 enfants. Puis, ils n'ont pas la même vie qu'il y avait dans le temps. Fait que c'était. J'ai joué. J'ai tombé dans une période où est-ce que c'était plus du. C'était plus à la fin, fait que. C'était un petit peu différent, mais les histoires, c'est une puis une autre après, en mangeant
en allant au resto, puis leur poser des questions sur comment ça se passait dans le temps, puis c'était plus ça. Tu as joué à 20 ans, dans le fond, pour le club école, puis dès 21 ans, quand même, tu as joué 26 parties avec les Blackhawks. Ouais. Ouais, non, ça s'est fait. Écoute, ça a changé vite, là. Ma première année, je me suis fait opérer ma première année. J'ai manqué le camp. Puis c'est là que j'ai commencé dans la Ligue américaine. Puis dans la Ligue américaine, ben là, c'est la Ligue américaine. Tous les joueurs qui passent là-dedans, ils savent comment c'est comme ligue. Là. Fait que j'ai mangé mon pain et mon beurre pendant 1 an. Ça a été difficile. Puis après ça, ça a pas été... je me suis fait rappeler au début de ma 2e année. Là. D'avoir côtoyé là, les Kane, Taze, tout ça, ce genre de joueurs-là, ça peut être d'un autre vétéran aussi que ceux-là, mais des vétérans des Blackhawks, ceux qui ont la chance de côtoyer, c'est quoi, selon toi, le meilleur conseil qu'ils ont pu te donner pour au niveau de hockey, pour ta game en général? Mon meilleur conseil. Tu as joué avec le capitaine parfait, il doit avoir eu un conseil, lui. Ouais. C'est vrai qu'il était pas mal parfait. Mais c'est plus, un conseil, c'est pas vraiment... c'est plus dans plein de petites façons que les gars, comment se comportent. T'apprends à te faire un peu plus confiance. C'est un conseil. Je sais pas. J'aurais peut-être dû l'écouter un peu plus, j'aurais peut-être été encore là. Mais tu sais, je niaisais avec ça, Capitaine Parfait, mais c'est quelque chose que je pense qu'il n'aimait pas se faire dire ou il n'aimait pas se faire appeler de même. Taze, ça se peut-tu? Je sais pas. Je pense écoute, il était parfait, c'était tellement un bon gars, il était écœurant, il était tout le temps là pour les boys. C'était un des gars que je parlais le plus. La première journée, je me suis fait rappeler, il est venu me voir automatiquement, puis il est venu me donner son numéro de téléphone. Il parlait français aussi, fait qu'il m'a parlé, il m'a demandé des questions sur ma famille. Il y a plein de gars qui... Puis, dans les circonstances, je me suis fait rappeler début de la saison. Puis au début, c'était juste pour une blessure. Je n'étais pas supposé de jouer. Puis finalement, j'ai passé 3 mois là-bas, Fait que il y a des gars qui te font rappeler, puis 2-3 jours plus tard, t'es parti. Il y a tellement de va-et-vient. Fait que des fois, les gars se cassent même pas la tête, ils viennent même pas te voir. Mais écoute, lui, ça a été automatique. Puis tous les gars étaient. Écoute, c'est des légendes. Là. J'étais avec les Crawford, qui, comme tu les as nommés tantôt, là, c'est tous des gars qui n'ont vu venir. Puis ils voulaient gagner. Ils voulaient. Tu voyais qu'il voulait amener du monde puis qu'il voulait trouver un peu une recette spéciale pour essayer de regagner. Fait qu'on dirait qu'il était tout le temps dans le... Il voulait amener une équipe gagnante encore. Là. Fait qu'il y avait tout le temps une bonne mentalité dans la chambre, là, partout. Là. J'imagine que tu as eu un souper des recrues. Tu peux-tu nous raconter ça un peu? Écoute, j'étais plus stressé pour avoir le bill, là, mais sinon, moi, j'ai été chanceux. Je pense que mon camp... Moi, j'ai été descendu la semaine avant le party des recrues. Fait que, mais tu sais, c'est arrivé une fois que toutes les recrues, on était, mettons, 3-4 gars, puis c'est tout le temps tous les gars qui sont à la table, puis l'équipe au complet, puis après ça, c'est les recrues qui payent le dîner. Mais là, Taser, je me rappelle qu'à un moment donné, j'ai perdu, mais Taser, il se sentait tellement mal, fait que c'est lui qui a pris le bill. Fait que c'est un gars de même. C'est une petite... J'allais dire qu'il fait 12 millions, mais je pense pas que ça rapporte. Un gars comme les autres. C'était généreux. Mais ouais. Moi, je voudrais parler, quand on regarde là, ton parcours, tu as quand même réussi à mettre des points sur le tableau dans la Ligue nationale. Je voulais voir avec toi, dans tes points que tu as fait 3 buts. Puis c'est quand même 3 buts qui ont tous quand même un petit quelque chose, je trouve, parce que c'est quand même des beaux buts. Là. Ton premier, puis en fait, je dirais peut-être 4, parce que je laisse ton premier non officiel, parce qu'à un moment donné, ton premier point dans les nationales,
t'as shoté, puis l'annonceur dit Fortin, premier but dans la Ligue nationale, tout ça, mais finalement, c'était Marcus Kruger qui avait touché avec son bâton. Je voulais savoir, toi, tu pensais-tu que tu avais eu ton premier but sur le coup, ou il te l'a tout de suite dit quand vous êtes vu, il dit j'y ai touché, ou écoute, je suis rentré sur le bac comme si c'était mon premier but, mais je l'avais comme pas vu venir, je l'avais pas vu rentrer. Ouais. Je me rappelle plus exactement si je savais qu'il savait toucher son genou. Mais je sais qu'on l'a vu assez vite, finalement, que c'était pas le mien. Mais je pense que mon premier but est arrivé le lendemain. Fait que, puis c'est un petit peu plus le fun que le premier. Fait que j'étais bien content. T'as quand même la distinction d'avoir eu un premier but spectaculaire, là, un breakaway complètement seul, en échappé face à Louis Domingue avec le Lightning. Parle-nous un peu de ton premier vrai but justement dans la Ligue nationale. Là, comment ça s'est fait, comment tu te sentais là, quand c'est arrivé? Ouais. Écoute, quand je me suis reviré et j'ai vu tout le monde à Chicago, c'était incroyable. Mais c'est plus, il y a beaucoup de monde. Je me rappelle, ils m'ont posé comme question comment ça, j'étais déjà parti. Puis ça a été un problème dans ma carrière au complet junior. Je me faisais dire par mon coach que je cheatais tout le temps. J'étais tout le temps parti, j'étais parti. Puis Ligue américaine, même affaire, je cheatais. Puis c'est arrivé une fois, je suis dans le camp d'entraînement à Chicago. Puis il y a Brian Campbell, un défenseur, je pense qu'il avait quasiment 40 ans là, quand j'ai joué contre lui. C'est une légende. Puis là, il est venu, je me rappelle qu'à un moment donné, je suis parti pour cheater. Puis là, j'ai comme breaké parce que j'ai peur d'y aller. Puis il a fait une pause, puis ça a fait un icing. Puis il est venu me voir. Puis il me dit c'est la dernière fois que tu arrêtes quand tu pars. Fait qu'on dirait que j'avais tout le temps. On dirait que finalement, je continuais tout le temps à cheater. Puis ben, dans la Ligue nationale, les gars, ils ont des yeux tout le temps à la tête. Fait que ça arrivait souvent que je l'avais direct sa palette. Fait que j'avais bien des. Je pense que j'ai eu une coupe d'échappée en plus là, que j'ai pas scoré, là, mais. La vision, la game est tellement quick que je cheatais autant que junior, sauf que je l'avais direct sa palette. Fait que des fois, ça m'aidait. J'imagine tu dois peut-être avoir cette rondelle-là encore quelque part chez vous. Je pense qu'il est à quelque part. Là. Je doute mon père qui l'a dans son bureau. Je pense qu'ils te font un cadre. J'ai un cadre en haut. Là, il y a un cadre avec la feuille de match, je pense, puis le cadre est dedans. Là, fait que c'est cher. Cool, super. Fait que, ensuite de ça, ton deuxième but, un autre but spectaculaire, en désavantage numérique, tu voles le puck à un joueur, tu t'amènes encore une fois seul devant le gardien, c'était contre les Panthers. Parle-nous donc de celui-là. Le feeling devait être le fun, justement, d'avoir fait un peu le but tout seul, là, parce que le jeu, tu l'as fait tout seul, puis tu es allé là maintenant. Ouais, c'est sûr. Non, ça a été écoute, c'était sur un piqué, je pense, puis la game était. On perdait par 1 ou 2 buts. Fait ça avait amené comme le momentum. Je pense que le but, oui, dans ma tête, scorer un but, c'est le fun, mais c'était plus le fait que je venais de scorer un but qui était important en piqué. Fait que, quand j'étais dans la nationale, je me disais tout le temps, OK, il fallait que je gagne une journée de plus. Fait que dans ma tête, je me disais, OK, là, c'était plus le feeling d'avoir scoré un bon but qui allait m'aider. À pouvoir continuer mon chemin dans la nationale. Ça devait être le fun aussi. Ouais. Ce game-là, justement, vous l'avez remonté en troisième puis gagné en overtime. Ça devait être. Exactement. Fun. Puis finalement, ton troisième but, c'était une passe à palette, mais tu peux dire au monde que tu as réussi à marquer un but contre Henrik Lundqvist. Exact. Ouais. Là-dessus, je pense que. Là-dessus, j'ai pas tant de mérite, par exemple. Schmaltz, il me l'a mis sa palette, me semble. Là. Ouais, c'était une passe de Nick Schmaltz qui était avec Utah maintenant. Ouais. Mais ça devait être hot le feeling. Tu as-tu pensé sur le coup que c'était comme un des gardiens les plus légendaires qui a passé dans la ligue, que tu as eu la chance de marquer contre? C'était-tu sur le coup? J'ai pas pensé à lui pendant tout quand j'ai scoré, ça, c'est sûr. Moi, j'ai des petites photos. J'avais trouvé ça sur ton Instagram. Je ne sais pas c'est à quelle occasion. C'était-tu un fashion show? Vous avez l'air de défiler. Non, ça, Chicago, à chaque année, ils font une convention. Ça dure une fin de semaine complète. Ils amènent tous les joueurs qui peuvent. Là. La plupart des gars sont là. Puis, ils présentent
présentent l'équipe. Ça dure sur une fin de semaine. C'est dans un hôtel puis un centre de congrès. Puis toute la fin de semaine, tu signes des autographes, ils présentent les joueurs, tu as des activités avec les fans. Puis je pense qu'il y a comme 150 ou 200 000 personnes au cours de la fin de semaine. Ils font ça depuis, en tout cas, depuis toutes les années que j'étais là, ils l'ont fait. Puis ça, c'est une année qu'ils m'ont invité à faire ça. Fait que ça se passe en plein milieu de l'été. Puis c'est vraiment le fun. Là. Je ne sais pas si c'est la seule équipe qui font ça. Là. Je pense que oui. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ramènent leurs joueurs en plein milieu de l'été pour une fin de semaine complète. Là. Mais non, c'est ça les photos que tu vois le monde. Là. Okay. Une belle expérience. Sinon, pendant ta carrière, c'est quel joueur qui t'a impressionné le plus? Peut-être, tu as parlé des joueurs qui étaient dans ton équipe, mais contre qui tu as joué, admettons? Contre qui j'ai joué? Il y en a plein. J'ai joué contre McDavid un peu. Il était vite. Je pensais que j'étais vite. Il est quasiment aussi vite que moi. Mais écoute, honnêtement, tu sais, j'ai pas fait des années dans la nationale. J'ai fait juste 24 games, mais je pense que quand j'étais là, j'étais plus concentré à j'étais encore impressionné comment les gars de mon équipe se comportaient, les gars comme Kane, les gars comme Taze, les gars comme Key, tous les meilleurs joueurs que j'ai côtoyés, ça a tous été des gars qui étaient très spéciaux, mettons, dans leur comment ils se préparent, un gars comme Kane qui est le meilleur, surtout dans le temps que j'étais là, il a fait comme 100, l'année que j'étais là, il a fait 100 quelques points, je pense, 100, là, fait que c'était quasiment dans son prime, tu sais, fait que c'est un gars qui regarde quasiment 2 games de hockey par jour, tu sais, fait que il connaît la game, il connaît les stats, il écoute toutes les sortes d'hockey. Il connaît tout, tu sais. Fait que. Puis un gars comme Seabrook. Seabrook était plus blessé, mais mettons Kane, Keith, c'est un maniaque de hockey aussi. Il change, je pense, 3 paires de gars par game. Ils ont tous des tops, ils ont toutes des façons de faire qui sont impressionnantes. Fait que c'est plus là-dessus, moi, que je regardais, que je me souviens de mes talents nationaux, là. Puis quand je jouais les games, je regardais pas vraiment contre qui je jouais. J'étais plus concentré sur ma game, essayer de pouvoir gagner une journée de plus, là, si tu veux. Là. Il y a une game que quand j'ai checké un peu ton game log, justement, voir les games, tu as eu la chance de jouer. Dans les joueurs, justement, les grands, tu as une game contre Ovechkin. Est-ce que tu te rappelles-tu d'avoir joué contre lui? Tu l'avais-tu remarqué? Lui, c'est quand même un des top. Ouais, je me rappelle sur le power play. Il a fait juste la façon qu'il était placé, tu sais. Toute ta vie, tu l'as vu scorer des goals dans le bureau avec le one-timer. Puis tu ne peux pas croire qu'après 15-20 ans, il fait encore ça. Tu sais, c'est plein de petites affaires de même. Voir Crosby, puis jouer contre Crosby. C'est sûr que ces joueurs-là, tu vas t'en rappeler tout le temps. Puis c'est sûr que dans mon temps, quand j'étais jeune, tu avais Crosby, tu avais Ovechkin. Puis c'est sûr que à ces gars-là que tu penses, mais aujourd'hui, il y en a tellement des bons joueurs qui. C'est fou. Puis la Ligue. Le hockey, je pense qu'il s'améliore tellement que c'est fou. Tu prends, tu t'arrêtes 2-3 jours, puis tu viens de déjà perdre 5-6 jours ces jours. C'est fou. Il y a Stéphane Bailey dans le chat qui demande comment tu as trouvé la ville de Chicago. C'est quand même une des villes qui a plus de violence aux États-Unis. Je ne sais pas si de ton côté. Écoute, Chicago, downtown Chicago, là, c'est une des villes les plus propres, les plus. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, là, mais c'est tellement large. Les trottoirs sont larges, c'est propre. Moi, j'ai jamais été. Puis j'ai marché souvent le tard dans Chicago. J'ai marché Chicago au complet plusieurs fois. Puis j'ai jamais eu peur, même pas une fois. J'étais arrivé une fois, mais là, il était comme 3 heures du matin, puis ça compte pas, là. Ça dépend peut-être des quartiers aussi. C'est arrivé une fois. Puis partout, tu sais, à Chicago, c'est propre. Mais la minute que tu sors du downtown de Chicago, il faut que tu attaches ta tuque parce que c'est là que ça devient mauvais, tu sais. Puis, mettons, tu t'en vas à New York. New York, si t'es pas à Times Square, puis t'es pas à... je connais pas les places, là, mais mettons Central Park, où la minute que tu sors ou tu tournes dans un coin de rue, il y a des poubelles partout, puis c'est pas à Chicago, tu vois pas ça. Là. Moi, ça m'a impressionné. J'ai jamais eu peur à Chicago. Vraiment, quand tu étais dans le temps, dans des belles places, puis c'est écœurant avec le Riverview, puis le Riverfront, puis
C'est une ville écœurante, là. Ouais, j'ai fait le tour de bateau, là, Ouais. bière là, à travers la ville. Là. Ah non, Je trouvais que c'était quand même éclectique, comme, dans le sens, tous les quartiers que tu vas sont tous différents. Ben, je suis allé voir les 2 stades de baseball, mais les quartiers où ils sont, complètement opposés, là. Ouais, ça. Puis le centre-ville, ça, on dirait, centre-ville, ça ressemble, je sais pas, plus urbain des années 2000, comme plus Montréal, mettons, là, mais dans le bas du Wrigley Field, c'est de la brique rouge, on dirait, partout. Puis c'est complètement une autre chose aussi, que le stade des White Sox. Ouais. Moi, je suis pas allé à celle-là des White Sox, j'ai fait celle-là des Cubs. Les Cubs, on est allés quand ils ont gagné la coupe. Puis ça a l'air que si j'ai pas aimé cette game-là, j'aimerais jamais le baseball. Fait que, c'est ce que j'ai entendu par le monde qui aime le baseball. Fait que, je suis pas un fan de baseball. Ben, le stade Wrigley Field, ça dépend de ce que tu es assis. Parce que là, quand je suis allé, je pense que c'était pas moi qui avais réservé le billet. Mais c'était comme en arrière du marbre, là, t'as comme un toit, puis tu sais, quand la balle est des airs, tu vois pas les fly ou... il me semble, non, j'étais à une place que tu voyais pas mal tout, je pense. Je sais pas. Puis t'as des beams aussi, là, de... Ouais. Tu peux être un peu en arrière du beam. C'est le stade le plus récent. Ouais, non, c'est assez vieux. Mais non, c'est sûr que c'est le fun, tu sais, c'est impressionnant, c'est différent qu'une game de hockey, là. Non, c'est tellement gros, puis c'était plein. Pour juste peut-être clore la boucle pour Chicago, j'avais une question si je vais te poser. C'est quand même une grosse ville de hockey, là, les Blackhawks sont populaires là-bas. Je veux savoir comment est-ce que tu as trouvé les médias à Chicago? Est-ce qu'à chaque jour, après les pratiques, il y en avait dans la chambre? Ou comment est-ce que c'était? C'était-tu quand même... Ouais, ils sont assez présents, je te dirais. Moi, j'ai eu le premier feeling, mettons, tu sais, je croyais. Je vais conter l'histoire, là. Je suis sorti un moment donné après une game, puis il y a un chauffeur, un conducteur qui m'a rentré dedans. Ça faisait, je pense, une semaine ou deux que j'étais à nationale. Il y a un chauffeur qui était complètement. Il était sous, puis il m'a rentré dedans face à face. Quand même un gros accident, là. Tu sais, mon char, j'ai perdu mon char quasiment pendant 2 mois. Le gars, il était sous, puis il est parti en ambulance. Puis, tu sais, moi, ils m'ont checké, mais j'ai pas pris de nom. Ils ont pris mon permis de conduire, mais tu sais, genre, j'ai pas parlé à personne, j'ai parlé aux policiers, puis ils m'ont checké avec l'ambulance parce que j'étais coupé un peu, mais j'avais pas dit ça à personne, tu sais, il y avait rien qui s'est passé. Puis il était quand même assez tard, là, 11h30, puis il y a pas du monde qui passe dans la rue, tu sais, il y avait vraiment juste, c'était dans les coins bâtards un peu, là, tu sais, avec la police et les ambulances. Puis le lendemain, tu sais, j'étais un peu sous le choc, mais tu sais, je suis pas blessé, rien. Le lendemain, je me présente, je fais la pratique, après la pratique. Les médias sont tous là puis ils me demandent hier, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as eu un problème avec la route après la game? T'as-tu eu un accident, cette affaire-là? Innocemment. Je sais pas quoi dire. Faut-tu que je le dise? Je l'ai dit à personne, je comprends pas. Finalement, le gars de sécurité à Chicago, il y en avait un qui était avec les autres à temps plein. C'est une des premières équipes dans la nationale qui a un gars de sécurité à temps plein. C'est un ancien j'ai de la SQ parce qu'on est au Québec, là, mais l'ancien qui s'occupe de la police là-bas. Puis lui, il est venu me voir, puis il me dit la minute qu'il y a quelque chose, un accident, ou peu importe, ça peut être n'importe quoi, la minute qu'il y a quelque chose, il faut que tu m'appelles absolument parce que c'est fou, là, c'est partout. Fait que j'imagine même pas à Montréal, mais à Chicago, c'est une des places qui est. Mettons, j'imagine les Kane, les Taze, et ça, c'est pas. C'est pas facile. Si tu sors d'un club là-bas, tu peux te faire spotter par des journalistes. Ouais. C'est sûr que c'est pas le même. Chicago, c'est énorme. Ça arrivait des fois qu'on se faisait reconnaître. C'est sûr qu'un Taze et un Kane, ils peuvent pas aller manger avec n'importe qui. Là. Les autres, c'est tout le temps non-stop. Kane, Taze, je pense qu'il venait d'acheter une maison quand j'étais là, puis ça a duré comme 2-3 mois au début de la saison, puis il était obligé de la vendre parce que tout le monde le savait qu'il habitait là. Fait que, c'est quand même une organisation que les médias sont. Si t'es aussi souvent sur Twitter, ça peut te nuire un peu. Là. Fait que c'est qui qui l'a dit? C'est le policier qui t'a parlé? J'ai jamais su. J'ai jamais su.
même lui, il le sait pas, là, tu sais. C'est juste que ça peut être quelqu'un qui a suivi, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui check tout le temps les accidents, je ne sais pas, les rapports, ces affaires-là. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est là que j'ai vu que ça peut être... tu te fais checker pas mal plus que tu penses, là. Parlant des fans, avez-vous eu la chance? Je sais que Chicago ont quand même une couple de fans connus, là, les Vince Vaughn, le CM Punk, ce genre de fans-là qui sont toujours au game des Blackhawks. Est-ce que tu as eu la chance de rencontrer du monde? Pas que je me rappelle. C'est sûr qu'il y en a eu. Je me rappelle du monde qui ont été présentés, mais j'ai personne que j'ai rencontré en main propre là. On a vu les gars des Bulls. Des Bulls. Puis on a rencontré les gars. De même, là. Non. Derek Rose, était-tu là à cette époque-là? Ouais, je pense qu'il était là. Ouais. Puis, mais non, c'est ça. Fait que. Mais tu sais, c'est toute la vie qui vient avec, là. C'est une vie qui est dure à. Tu t'adaptes assez vite, mettons, là. Tu viens d'une zone de confort assez vite quand tu es là-dedans, puis c'est pas long que tu peux la perdre. Fait que... Une personne qui a pu t'aider peut-être à justement être dans une zone de confort dans le hockey professionnel, c'est peut-être ton oncle qui est un ancien joueur de la LNH, Jean-Sébastien Giguère. Oui, ben c'est sûr que quand j'avais des questions, c'était un des premiers que j'appelais. Là. Il en a vécu, puis même affaire, lui, il a joué un petit peu dans la Ligue américaine, ça a été long, puis ça a été un joueur de première ronde, ça a tout été c'est supposé être un goaler de premier plan, puis ça a été long avant que sa carrière qu'il trouve un bon fit, si tu veux, fait que il a vécu un peu ce que moi j'ai vécu, puis non, c'était de trouver une façon de d'être garder une confiance, puis je me rappelle, moi, comme si c'était hier, là, quand j'étais dans le national, mon coach était Joël Kenville, puis j'avais eu mon premier camp avec lui. Quand je m'avais fait rappeler, j'étais avec lui. Puis quand il était là, je faisais du 12-13 minutes par game, même 15 minutes. Des fois, je faisais à 2, des fois, je faisais à 3. Je sentais qu'il avait confiance en moi. Puis honnêtement, je pensais, après 2-3 mois, là, je pensais plus à la Ligue américaine. Là. J'avais trouvé mon fit, puis ça allait bien. Puis je me rappelle comme c'était hier, je me réveille le matin, puis je regarde sur Twitter, puis ça dit que Quenneville, il a été changé. Il a été congédié. Ouais. Puis direct, là, mentalement, là, ça. J'ai jamais rejoué le pareil, mettons, les 2-3 premiers. Les 2-3 les games d'après. Puis ça a pas pris. Ça a pris une semaine. Ça a pris 2 semaines, je suis dans la Ligue américaine. Puis après ça, j'ai jamais rejoué là. Puis c'était plus, quand j'appelais pas des conseils, c'était plus comment rester positif dans ces moments, dans des. Quand tu sens que t'es pas à bonne place, t'es pas dans. Puis là, mon contrat finissait aussi. Fait que, c'est plein d'affaires qui font en sorte que tu as besoin d'aide mentalement. Là. Puis je pense que c'est une grosse. C'est un gros poids dans la balance mentalement, c'est sûr. Les gars, il faut que tu sois bon sur la glace, mais mentalement, il faut que tu sois fort aussi. Là. Puis tu sais, quand je te vois jouer avec Sorel, tu sais, t'es un joueur ultra offensif. Quand on checkait un peu, tu sais, quand on compare même tes stats de la Ligue américaine avec les stats de la Ligue nationale que tu as eu avec les matchs que tu as joués, en termes de, mettons, points par match, c'est quasiment la même chose. Est-ce que dans la Ligue américaine, aussi, est-ce que là, tu penses que tu as eu ta chance? T'avais-tu la chance d'être utilisé comme sur des top 6 ou tu essayais de te faire jouer plus défensif? Parce que de la façon dont tu joues, honnêtement, je me serais attendu à ce que peut-être dans la Ligue nord-américaine, un gars qui a ton niveau de production dans la Ligue nationale, mettons dans la Ligue américaine, habituellement, il y a quand même un gros niveau de production aussi. C'était-tu encore une fois quelque chose qu'il fallait que tu deals avec, que peut-être les coachs te donnaient pas les opportunités que tu devais? Non, j'ai vraiment eu un rôle. J'ai jamais vraiment eu un rôle offensif, dans le sens que. Même Junior, mon coach me faisait pas confiance. J'ai pas joué sur le powerplay. J'ai joué powerplay ma 3e année à Junior. Ça a été la seule fois que j'ai joué sur le powerplay. Fait que, puis j'ai jamais eu des grosses minutes non plus.
sais, je me rappelle quand j'ai signé mon premier contrat, mon coach junior majeur, il disait à ma pension qu'il se demandait comment ça j'étais encore là. Tu sais, fait que, tu sais, junior, j'ai jamais joué des grosses minutes. Dans la Ligue américaine, même affaire. Tu sais, quand j'ai. Faut que tu trouves ton identité. Puis dans la Ligue nationale, si t'es un gars offensif dans la Ligue nationale, ben, c'est les meilleurs au monde. Puis les meilleurs au monde ne sont pas tassés par des gars qui font une coupe d'années dans la Ligue américaine. Fait qu'il faut que tu trouves une place sur le 3e, sur le 4e trio. Puis moi, j'avais une force, c'était ma vitesse, mon patin. Puis, tu sais, il voulait me transformer un peu en un gars de piqué, utiliser ma vitesse pour aller chercher le puck, retrieval, donner ça à des joueurs, chercher du momentum. Fait que même dans la Ligue américaine, j'ai jamais joué des grosses minutes. Pendant mes 200 games, ça a tout le temps été pas eu de powerplay non plus. Fait que j'ai tout le temps voulu. C'est pour ça mes 3 dernières années, quand j'ai joué dans la course un peu, j'étais comme quasiment content parce que je me suis dit, je vais enfin pouvoir jouer des grosses minutes pour la première fois de ma vie. C'était juste 11 ou 10 attaquants, je pense, la Ligue dans la course. Ouais. J'étais tout content quand ils m'ont descendu. Je me disais, enfin, je vais jouer. J'ai jamais joué. Ça fait 7-8 ans que je n'ai pas joué plus que 4 minutes. Fait que ça va faire du bien de retrouver un peu mon sens offensif. Puis tu vois, quand j'ai été descendu dans la course, c'était plus 11 attaquants, c'était rendu 12. Fait que j'étais un peu déçu, là, mais. Mais non, c'est ça. Ça faisait une couple d'années que j'avais perdu un petit peu ma touch offensif. Là. Même si je savais que je l'avais, j'avais jamais été mis dans une position ou un rôle pour faire des points au niveau professionnel. Là. Junior aussi un peu, là, mais bon. Pour revenir sur ton oncle, Jean-Sébastien Giguère, il y avait François Bellefleur qui demandait si c'était, dans le fond, le frère de ta mère. Il disait que ta mère arbitrait au hockey mineur. Ça se peut-tu, ça? Non, ça, c'est ma tante. Ta tante? Ma tante, ouais. Ma tante Isabelle, c'est une policière à Sainte-Thérèse, mais elle était aussi... elle était arbitre au hockey, puis au hockey, je pense, ouais, pendant une couple d'années. Puis ça, puis Jean-Sébastien, c'est le frère à ma mère. Puis la sœur à ma mère, c'est elle que monsieur parle, là. Ça, c'est... Okay, ma mère n'a pas arbitré. Elle arbitrait moi quand il y avait des estrades. C'est ça. C'est pas peu au moins. Une fille arbitre, c'est un policier dans la vie, elle doit être habituée de ne pas se faire manger à l'insulte. Souvent, non. Elle joue encore. J'étais allé jouer avec dans sa ligue cet été, je pense. Puis elle est goaler, elle joue à l'avant, puis elle est capable de suivre les boys en masse. T'as joué avec le Rocket. Je voulais juste clore, mettons, la parenthèse, mettons, peut-être Jean-Sébastien Giguère. Ton oncle a quand même gagné la Coupe Stanley quand tu avais à peu près 10 ans là, avec les Ducks. Je veux juste savoir si tu avais des souvenirs. T'avais-tu eu la chance de voir la Coupe de ton oncle quand tu étais petit gars? Ouais, je me rappelle. La parade, c'est sûr, on avait la parade. On avait le party de Coupe Stanley aussi, que je me rappelle qu'ils avaient fait chez eux, ça c'était écœurant. La game en tant que telle, écoute, je me rappelle que je jouais de hockey dans la rue dehors avec mes cousins, là, je regardais même pas la game, j'étais trop jeune, je réalisais pas. Mais le party, tous mes chums étaient là, puis j'étais comme quelqu'un de mon entourage qui gagne la Coupe Stanley, c'était valorisant juste pour moi, fait que on m'a rappelé toute ma vie, là. Puis j'y ai touché en plus, c'est peut-être pour ça que non, c'est pas vrai. Faut pas y toucher. 2021-2022, tu as signé avec le Rocket de Laval, revenu au Québec. Comment tu as trouvé ton expérience? Je pense que c'était peut-être un petit peu difficile cette année-là parce qu'il y avait beaucoup de vétérans qui avaient signé, je pense, avec l'équipe. Un surplus de joueurs qui jouaient peut-être pas à chaque match non plus. Mais de ton point de vue, comment tu as trouvé ça? Écoute, moi, j'avais signé, je me rappelle, je pense qu'il y avait 2 ou 3 offres. J'étais en train de jouer au golf, puis mon agent m'appelle, puis il me dit, j'avais un one-way quelque part, je pense que c'était à Edmonton, dans la Ligue américaine, puis j'avais Laval, puis la minute qu'il m'a dit Laval, je m'en fous, je veux pas savoir, c'est sûr que je vais y aller. Puis quand j'ai signé, j'étais arrivé au camp, là, tu sais, il y avait la première année de Trois-Rivières aussi. Fait qu'ils ont signé tellement de joueurs parce qu'ils voulaient avoir une bonne équipe à Trois-Rivières aussi. Fait que je suis arrivé au camp d'entraînement à Laval. Puis j'ai regardé mes chums, les gars qui étaient dans l'équipe. Puis je leur ai dit, aucune chance, je reste l'équipe. Là.
si à date, on suit le ranking, là, les gars de la 4e ligne vont tous faire 300 000, là, tu sais. Fait que, mais, tu sais, j'étais prête, puis finalement, je me rappelle, GFO, il est venu me voir, puis il m'a dit, écoute, Alex, il dit, t'as eu un bon camp, tu fais l'équipe, tu vas te rester avec nous. Puis, mais, je sais pas si ça va être ta première game, puis je pense que ma première game, je l'ai joué après, j'étais scratch les 11 premières games, je pense. Non, c'est pas. Fait que, tu sais, mais ça a été c'est ça, le timing. Tu sais, j'attends. Ça a quand même bien été, mais tu sais, j'essaie d'avoir un break de. Un break de. Je sais pas. Tu sais, des fois, ça va vite, puis finalement, tu sais, il y avait une bonne équipe, mais c'était surtout, il y avait bien des gars qui. Je pense que ça a été la dernière année aussi qu'ils ont signé bien des vétérans de même. Là, je pense qu'ils sont plus concentrés sur le développement, amener des 2-3 vétérans, puis le reste, c'est un peu plus sur le développement. Quand j'étais là, c'était plus. Il y avait bien des vieux, bien des gars qui étaient là pour. Qui faisaient beaucoup d'argent aussi. Là, fait que c'est dur de. Ces gars-là, il faut qu'ils jouent. Tu payes 450 000 par année, il faut que tu leur donnes une couple de minutes. Sinon. C'est pour ceux qui nous écoutent aussi, il y a un règlement là, pour les joueurs là, moins de 25 ans. Tu as un nombre limite là, que tu peux habiller par partie. On ne peut pas habiller tout le monde non plus. Ouais. Mais Laval, en tant que tel, écoute, c'est une organisation, c'est tout le temps plein. J'ai fait 5-6 équipes dans la Ligue américaine, puis c'est de loin, c'était traité comme si c'était la nationale. Puis c'est assez. L'horaire n'est pas incroyable là, parce que les équipes sont quand même. La plus proche équipe, c'est quoi? Belleville qui est 4 heures, 5 heures. Fait que le traveling est intense, mais tu as tout le temps 2 bosses sur la route. Fait que ça l'aide un peu. Là, puis c'est... Avec Terre-Neuve qui est dans la division, qui ne l'est plus. Là, mais... Ouais, c'est ça. Donc, sinon, après ça, on a parlé un petit peu de tes 2 dernières années quand tu étais dans East Coast, là, que après ça, tu allais en Slovaquie. Si je voulais surveiller là-dessus. Tu as dit Slovaquie, c'était peut-être pas l'endroit le plus hot pour jouer en Europe. Si on va sur le plus positif, qu'est-ce que tu as eu la chance de voir en Europe qui a vraiment valu la peine? Tu parles côté positif au hockey ou les villes que j'ai visitées? Ça peut être voyage. J'ai visité, on a fait le sud de la France, on est allé en Italie. On a fait des grosses villes comme Budapest. On a vu Vienne, on est allé à Prague aussi. Fait que j'ai fait plein de belles places. Mais au niveau hockey, écoutez, c'était plus la mentalité, je trouve, qui était vraiment pas. Ils sont comme un petit peu en retard un peu dans le hockey. Les autres, ils sont sur la glace, je pense, 2-3 heures par jour. Ils ont une pratique d'1 heure avant une game, mettons. C'est pas... Le morning skate d'1 heure. Puis si t'es pas sur la glace pour le morning skate, puis tu joues pas bien le soir, c'est à cause de ça. Là. Fait que c'est une mentalité qui. Puis si c'était bien des menaces, tout le temps des menaces. Les propriétaires, ils me rentraient dans la chambre, puis ils te menaçaient que si tu scores pas à soir ou tu gagnes pas, ben t'auras pas de paycheck. Puis moi, quand je suis arrivé là-bas, moi, je savais pas, mais quand je suis arrivé là-bas, le gars j'ai pris le salaire d'un gars qui s'est fait mettre dehors devant tout le monde, tu sais. Puis quand je suis arrivé là-bas, les gars ils disent on sera pas payé avant un bout parce que le propriétaire il a dit vous êtes pas payé tant que vous n'êtes pas deuxième dans la ligue. Oui, donc. Tu verrais ça? Je te jure, j'appelle mon agent. J'appelle mon agent, je dis là, c'est quoi cette affaire-là? Là? Il dit inquiète-toi pas, là, c'est de même qu'ils sont eux autres, là, ils sont bien ces menaces, mais tu vas finir par être payé puis tout. Il y a de la pression beaucoup avec les joueurs importés. Pression. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Mais ils sont de même, tu sais, les autres sont de même avec leurs propres joueurs, tu sais. Mais je sais pas. Des fois, il n'y a pas juste. Je sais pas. Ils sont trop. C'est trop tout le temps, ça, je sais pas. Même les autres, tu sais, mettons, ils ont une 36 games, mais ils sont payés les Slovaques, mettons, sont payés à l'année pour jouer au hockey. Fait qu'ils sont sur la glace 2-3 heures par jour à l'année. Hein. C'est peut-être pas. Je sais pas.
En tout cas, c'était une mentalité. Puis il y a bien des ligues qui sont de même aussi. C'est bien intense. Puis c'est bien. J'étais pas rentré. Je voulais aller là pour trouver le fun de jouer au hockey, pas me faire baguer pendant 3 heures par jour. C'était pas ça qui allait m'aider à tomber en amour encore avec la game. Ouais. T'as-tu d'autres Québécois qui ont eu cette expérience-là aussi, qui jouaient dans. Parce qu'il y en a d'autres qui ont joué dans la Ligue en Slovaquie, là, t'as-tu pu leur parler à la Coupe de Monde, puis c'était-tu le même son de cloche de leur bord que tabarnouche là-bas, c'était rare? Puis... J'ai pas parlé avec des gars qui ont joué en Slovaquie. Mais tu sais, j'en ai pas vu beaucoup, là, mettons même avec qui les imports avec qui j'ai joué, qui ont joué là-bas plus qu'un an. Là, souvent, c'est une ligue de transition parce que c'est une ligue qui est bien payée. Puis c'est une ligue que, je sais pas pourquoi, là, mais c'est une ligue que si tu vas bien en Slovaquie, ben, elle est regardée par d'autres ligues. Fait que, si tu vas bien en Slovaquie, ben là, tu peux te faire. Tu domines la ligue en Slovaquie, ben, tu peux aller en Finlande. Tu peux aller dans les 3-4 plus grosses équipes. Surtout, c'est une bonne vision pour la DEL, la première ligue. Puis, la KHL, puis en République tchèque. Fait que, c'est une ligue de transition. C'est pas mal la meilleure ligue que tu peux aller, mettons, si tu viens de la cause, un petit peu d'en haut, puis de la cause, là, tu sais, là. Puis au niveau monétaire, puis tout. Mais sinon, c'est vraiment une ligue de transition parce que sinon, tu n'auras pas de fun à jouer là, c'est sûr. Tu as reçu l'appel de Christian à un moment donné dans l'été. Comment ça s'est passé? C'est-tu de tes chums ou du monde dans l'équipe qui ont soufflé à l'oreille que tu reviendrais peut-être au Québec? Comment ça je sais que Dero me l'avait demandé l'année passée. Il m'a dit il faut que tu t'essayes ça. Tu sais, moi, ça m'a redonné le goût de jouer au hockey. Puis ça m'avait trotté dans la tête un peu, mais tu sais, j'avais pas. Honnêtement, j'étais sûr que j'allais jamais jouer. La minute que j'allais, mettons, finir avec l'Europe au professionnel, je me suis dit, c'est fini, je joue pas, c'est sûr. J'étais comme j'avais une écaratique aiguë de la game. Puis Chris, il m'a envoyé un gros message au début d'été. On s'est parlé. Encore là, tu sais, j'y ai parlé, mais dans ma tête, c'est sûr que j'y allais pas. Puis jusqu'à la dernière minute. Il m'a pas gossé de l'été pantoute. Je sais qu'il m'a rappelé une fois. Il y avait mon coach dans le coach aussi qui essayait de me revoir, qui me donnait une option si jamais je décide de recommencer. Puis quand j'ai commencé l'école, puis j'avais fini notre saison avec la compagnie familiale, ben, j'étais comme, je fais quoi mes fins de semaine, je travaille moins, je retourne à l'école, est-ce que je l'essaie, puis c'est là que j'ai décidé de donner un go. C'est vraiment même sa partie-là. Si on regarde, tu as quand même été repêché en 2022. Est-ce que c'était depuis 2 ans que tu avais des fois des petits appels? Est-ce du monde qui t'avait dit hey, tu t'es fait repêcher? Ou, je pense que j'ai eu des messages d'autres équipes. Là. Je sais pas si ça vient de Sorel ou... je sais pas si c'est bon signe s'il y a du monde qui commence à te gosser pour ça, mais je sais pas. Et j'avais pas parlé avec Chris avant. Je sais que j'avais été drafté. Quelqu'un m'avait dit que j'avais été drafté. Mais je sais pas comment. Honnêtement, je sais pas comment ça marche. Je sais que je pensais que ça faisait plus longtemps que ça que j'ai été drafté. J'ai joué avec Wicked. Chris, il me disait qu'il y a des fois, il essaie d'y aller avec des gars, des connaissances, des gars qui ont joué ensemble peut-être, ou de la même ville, ou pas de la même ville, mais parce que si Sean, je m'entendais avec Sean, quand j'ai su que Sean y allait, Sean Baudrilla, puis avec Wicked, si Wicked n'était pas là, puis Sean y allait pas, je jouerais pas, c'est sûr. Fait que en partant, ben, ça a été un petit peu l'élément déclencheur. Je connais des gars, fait que je vais y aller avec eux autres. J'embarque avec Sean avant d'y aller. Puis rendu là-bas, ben là, j'ai connu plein d'autres gars. Tous les gars sont smart, mais c'est à la base, Wicked était là, Dero était là, puis Sean était là. Fait que c'est avec des connaissances de même. Fait que stratégiquement, Chris, il a bien fait de signer Sean Baudrilla en premier. Mais en même temps. T'as t'as invité au camp. En même temps, Sean, je l'ai connu tard. J'ai connu en 2022, quand il m'a drafté, je connaissais pas Sean encore, je pense. Ça faisait 2-3 ans que je m'entraînais avec. Fait que Chris peut pas avoir de mérite là-dessus. Je connaissais pas Sean.
Ce qui est drôle, c'est que toi et Sean, dans le repêchage de la Ligue nord-américaine, vous avez été draftés à genre un rang de différence. C'est genre. Les deux par Sorel? Ouais. Sorel les avait 2 pics dans la même ronde. C'est genre Sean, un autre gars, puis toi. Ah ouais, Sean a été drafté avant moi. Ben, faudrait être checké peut-être, mais ouais, peut-être. Mais peut-être qu'il a vu de collègue, honnêtement, ça se peut, mais Sean, tu sais, j'ai joué un peu junior, mais je le connaissais pas avant qu'il commence à s'entraîner avec nous autres. Il a commencé à s'entraîner avec nous autres l'été. Parce qu'il s'entraînait ailleurs, je pense. Là. Il s'entraînait avec Dubé. Il a switché avec nous autres. C'est là que je l'ai connu. Là. Sinon, quand tu as vu le chandail, tu dis que c'était peut-être un signe. Ouais, j'ai tout ramené. J'avais une boîte là, avec toutes mes hoods, mes casquettes de Chicago. Là. Fait que là, les gars, ils pensent que ça vient des éperviers, mais j'ai ressorti mes vieux morceaux pleins de poussière. Pas trop dépaysé. Ouais, sinon, quand... Ouais, vas-y. Je t'ai équipé de la tête aux pieds en épervier. Là. Ouais. Sinon, quand ta première game à maison, quand que les éperviers ont marqué, t'as-tu fait te ressentir dedans un peu avec la toune de but? Ça a même que les Blackhawks aussi. Hein? Ah ouais, j'ai même pas remarqué. Ça s'est pas marqué, ouais. J'ai pas remarqué. Ouais. J'ai pas remarqué pas à tout. J'ai pas remarqué pas à tout. C'est l'affaire que j'ai remarqué et je vais me rappeler toute ma vie, c'est la Ligue nationale de Chicago. Ça, c'est le best dans la ligue de loin. Là. Ouais. Avec le gars qui chante la Ligue nationale de Chicago, là, c'est le même depuis toujours. Là. C'est fou, ça. Non, faudrait que je check ça. J'ai jamais... Tu iras voir lui qui est le National Anthem de Chicago Blackhawks. Tu vas voir le gars. Le gars, il est engagé rien que pour ça. Il fait rien d'autre. Ah ouais? Fais-tu les deux quand vous jouez contre une équipe canadienne? Non, il fait rien que le... Attends, il fait les deux? Ouais, non, il fait les deux, je pense. Ouais. C'est le seul qui a chanté depuis je sais pas combien d'années. Là. Il n'y a personne d'autre. C'est le même gars depuis... c'est fou. Tu vas voir ça sur YouTube tout à l'heure. C'est bon. Alors, ça. Puis pour Sorel, j'avais une dernière petite question, peut-être plus reliée au hockey. Là. On en a parlé justement que quand tu jouais dans NHL, dans la Ligue américaine, tu avais moins de chances offensivement. Qu'est-ce que ça t'a apporté à ton jeu en général depuis que tu étais à Sorel, justement, que là, t'as du lousse, là, c'est comme offensif à côté, dans le sens que tu es là pour faire des points, tu es là pour faire des jeux, jouer des joueurs, marquer des buts, faire des passes, tout ça. Parle-nous un petit peu là, de qu'est-ce que ça a apporté à ta game, justement, de pouvoir justement là, y aller super offensif, puis avoir les minutes, puis jouer dans le top 6. Puis, Ouais, non, c'est sûr que là, j'ai du fun. Je joue avec le puck, puis j'ai chippé le puck pendant une couple d'années. Fait que j'ai dit à Chris que je vais peut-être pas chipper le puck à chaque fois que j'arrive à bleu, là, mais je vais peut-être le garder un peu plus. Mais non, c'est le fun, puis avec les gars, on a du fun. Fait que mais en même temps, je sais que Chris, il est bien Chris, je pense qu'on réalise qu'on est capable d'avoir une équipe pour gagner. Puis les gars, les gars respectent la game bien plus que je m'attendais. Les gars veulent gagner, les gars, on est sérieux. Puis au début, moi, tu penses que tu arrives là, tu te dis ça va être facile, mais c'est meilleur qu'on pense. Puis écoute, il fallait que ça a été un petit peu plus long. Puis ça faisait longtemps que je n'avais pas patiné aussi. Puis il fallait que je retrouve un peu mon sens. Puis là, je trouve que là, je me sens bien sur mes patins. Et juste, ça paraît pas, mais quand tu joues professionnel ou tu joues au hockey junior, tu es sur la glace à tous les jours, tu pratiques à tous les jours, tu t'entraînes tout l'été pour. Fait que ça l'aide, là, pas patiner une fois de l'été. Là, tu arrives, tu fais une game par semaine. Fait que des fois, c'est long. J'étais un peu. Mes mains étaient un peu encore dans le ciment. Là, fait que, ouais. Mais là, ça commence à. Tu parles du professionnalisme des gars aussi, là, de rentrer dans la chambre avec mettons, les Bouvet Morissette et les Malouins, là, que, ils ont beaucoup de vécu dans cette ligue-là. Là, comment est-ce qu'ils accueillent les nouveaux, justement, comme toi ou comme un Boudria, qui rentrent dans la ligue pour un peu leur montrer le tabac de comment est-ce que ça se passe dans... Tu es arrivé en saut de la première game ou... Non.
Ben, écoute, je me rappelle, là, mon premier chiffre, mon deuxième chiffre contre Laval. Tu sais, moi, je patine. À un moment donné, je me lève, je me fais ramasser. Par le gars à Laval, là, je pense que c'est Cloutier, là. Ça doit être lui. Fait que, il me ramasse. Puis là moi, j'avais venu de finir ma pause, là, je patine. Là, genre, je retourne dans la zone offensive pour aller. Puis là, il y a Dan Malouin qui m'appelle. Comment? Il m'appelle, il dit Ford, tu viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens ici. J'embarque sur le banc. Puis là, j'embarque sur le banc, il saute sur la glace, puis il s'en va directement sur Cloutier. Fait que c'est là que j'ai vu le reste. C'est là que j'ai vu que les gars sont sharp, les gars ils veulent bâtir une équipe, puis c'est là que j'ai vu qu'ils sont là pour les autres. Ils sont là pour les autres, puis ça fait une couple d'années qu'ils sont là-dedans, puis peu importe le calibre que tu joues, ça peut être, tu joues pour le fun avec tes chums dans la rue ou n'importe quoi, si tu gagnes pas, il va finir par avoir des chamoyages parce que tu veux gagner pour le fun. Fait que, imagine quand tu as un but à la fin. Fait que, non, ça n'a pas été long. Que, au début, j'étais comme, je suis brûlé, j'ai pas de patin, j'ai pas de main, je vois rien sur la glace, fait que j'étais plus fâché. Mais là, je suis moins frileux, je suis plus dans mes patins, si tu veux, là, fait que je me déjeune un peu plus, puis là, ça va bien. Tu as trouvé ton air d'aller. Vendredi, il va y avoir un gros match. Le Cool FM de Saint-Georges retourne dans son aréna là, après pratiquement 8 mois là, de pas avoir été là. Il va y avoir beaucoup de monde dans la cabane, puis c'est les éperviers qui s'en vont jouer à Saint-Georges. On a joué contre. On les a joués une fois. Ouais, vous êtes allé à Beauceville, c'est pas ouais, on est allé là. Ouais, mais non, je pense qu'il y a une couple de gars qui dans l'autre bar là, qui pensent que c'est facile. Ça a l'air qu'il y a une couple de gars qui disent que c'est facile comme ligue, là, mais on est une bonne équipe d'autres avec, tu vois, que ça va être une bonne game. C'est pas parce qu'il y a 3000 partisans que. Puis la dernière game, on gagnait par une coupe de. Ouais. On a rattrapé ça, puis donc écoute, je niaise bien, mais je pense que les gars sont excités cette semaine. On va aller chercher la première place, puis sont mieux d'être prêts. Également, ouais, c'est un match qui a l'enjeu de la première place en plus, qui va avoir sûrement bien du monde dans la cabane. Ça devrait être un match émotif. Ça, c'est pas mal sûr, là, en tout cas. Ouais. De votre côté, quand on entreprend un match comme ça, qu'on a un joueur, c'est des choses qu'on pense ou on y va, puis on fait nos affaires comme d'habitude, puis... Ouais, mais je pense, tu sais, c'est sûr que tu te prépares moins t'essaies de jouer ta game, dans le fond. Tu joues pas assez souvent contre les mêmes... Ben, oui, tu joues souvent contre les mêmes équipes, mais tu sais... t'as pas de vidéo tout le temps contre les autres équipes, t'es plus concentré à jouer ta game, à amener comment que toi tu veux jouer, comment que ton équipe veut jouer versus te concentrer sur les autres équipes. Fait qu'on joue de la même façon, peu importe contre qui on joue. Je pense que c'est ça que le message que Chris aussi veut amener dans la chambre. Je pense qu'il a bâti une équipe pour aller loin. Puis s'il veut vraiment qu'on se concentre sur nous autres, sur une power play, notre PK, sur l'aspect de notre jeu, utiliser notre game. Puis après ça, je pense pas qu'il y a grand équipe qui sont capables. Pas qu'ils sont capables, mais on est confiant que si on joue notre game, on est dur à battre. Là. Dave, je ne sais pas si tu avais d'autres questions pour notre invité. J'avais une dernière petite question que je vais poser. Je veux savoir, là, quand tu étais avec les Blackhawks, ton numéro c'était 84, là, ça reste c'est 42, c'est 84 10 en 2. Ça peut-être ça, je sais pas si ça a un lien sur ça. T'as-tu un numéro fétiche ou mon numéro, ça a tout le temps été 19. Junior, j'ai eu 24. Parce que Junior, il y avait déjà, je pense, à Waked. Waked, il y avait le 19. Ah ouais. Il était plus vieux que moi, fait que j'ai pas pu avoir 19. Puis après ça, Pro, c'est la même affaire. Ils m'ont donné un numéro. Puis j'ai jamais été piqué vraiment là-dessus non plus. Fait que j'ai commencé à Chicago, j'avais 82. Puis là, il y avait Jordan.
son nom, je suis de la misère à le dire, là, Huntinger. Là. Puis c'était 82, fait que finalement, ils m'ont donné 84, puis ça a stické 84. Puis je pense que Max Assorel, il est comme allé dans un chiffre qu'il avait disponible. Ce que j'avais déjà joué, là, fait qu'il a voulu faire un mix qui m'a donné le P numéro qui n'est pas 42. Ouais, c'est un numéro qui n'a pas de joueurs qui ont de gros joueurs, peut-être qui ont porté de 42. Ça va peut-être. Il voulait faire de quoi de spécial, là, peut-être ça. Ça va être étiqueté Alexandre. Ouais, Sorel, ouais. L'année passée, je pense que c'était Alexandre Canel qui avait le 42. Donc, c'est pour ça qu'il j'ai pas donné un grand temps pour me préparer à ce qu'il me trouve un numéro. Fait que d'après moi, il a pogné les 2 premiers chiffres qu'il a vus dans son locker. Là. Ouais, si tu avais signé 2 mois d'avance, tu aurais peut-être pu choisir. Ouais, c'est peut-être ça. Quand j'ai signé, je jouais le lendemain. Fait que... Ouais. All right, Alex, merci de ta présence sur le balado ce soir. Les gens ont pu connaître aussi la recrue, ça fait drôle de dire ça à 27 ans, la recrue des éperviers de Sorel Tracy. Puis on va te souhaiter un bon match vendredi et bonne fin de saison 2024-2025. Merci les boys, fait que c'était bien fun. Yes, sir. Merci, right. merci à toi d'être venu. Salut Alex. All right. Yes. Donc, Alexandre Fortin, ancien de la LNH et 202 parties dans la Ligue américaine, maintenant avec les éperviers de Sorel Tracy. Et ça va bien pour lui par les temps qui courent et pour les éperviers également. Séquence de 4 matchs avec au moins 2 points. Donc, ça va bien. Puis à Québec, là, ces 2 buts, c'était 2 buts de toute beauté. Là. Puis c'est le fun de, justement, tu sais, qu'il en a parlé, là, de pouvoir qu'il puisse utiliser son côté offensif qu'il n'a peut-être pas eu la chance d'utiliser autant qu'il aurait voulu là, dans le passé. C'est le fun à voir. Sinon, une couple de bonnes anecdotes aussi. C'est pas n'importe quand qu'on peut recevoir un joueur qui a eu des expériences comme ça aussi, d'avoir joué avec des grands joueurs. Ça a été 26 parties, mais a pu également dans la Ligue américaine jouer plusieurs matchs, revenu au Québec quand même, c'est des choses, des fois des questions qu'on se pose, puis on l'a pas comme posé directement, là, mais un joueur québécois de revenir au Québec, pouvoir jouer au Québec, c'est tout le temps le fun de pouvoir évoluer là, c'est pas trop loin non plus de la famille puis des amis puis qui peuvent venir voir nos parties. Exact. Fait que, non, je suis très, très content. Puis j'espère qu'il va continuer de ça en tant que fan de Sorel. Puis je sais que pour côtoyer d'autres fans aussi, là, sont très heureux de sa venue. Disons, lui et Sean Baudrillard, ça a changé pas mal le visage de l'équipe, je dirais, cette année, versus les 2-3 dernières années. Et il y avait aussi un enchère de chandail, là, tu peux passer, Dave, chez les éperviers. Ça s'est conclu dimanche, puis justement, j'ai un peu lorgné là, les chandails. Ouais, t'as-tu eu la chance d'en avoir un? Non, mais tu sais, j'avais bidé sur un mais je voyais qu'il y avait un partisan des éperviers qui était quand même... qui avait misé 3-4 fois. Je voulais pas trop non plus over-bider, faire dépenser trop d'argent. Si c'est des gens qui nous écoutent, là, ils nous écouteront plus. Pour vrai, les chandails, j'ai trouvé tellement beaux. C'était un petit peu au 3e chandail des Hurricanes d'une couple d'années, comme c'est noir, gris, rouge un peu, là, mais pour vrai, ils l'ont fait quelques fois, les éperviers, les chandails spéciaux, puis pour vrai, celui-là, c'est un des plus beaux. Moi aussi, je m'étais essayé avec un petit bid sur le chandail à Gabriel Bilodeau, mais malheureusement, ça n'a pas donné, mais je n'aurais pas essayé. Je pense que ton premier bid, tu avais misé, puis quelqu'un avait déjà mis une mise plus haute. Ouais, j'ai checké les mises, je m'en vais dans les commentaires, je check toutes les mises, puis j'ai mis comme un peu plus que la dernière mise qu'il y avait. Puis là, après ça, je me suis dit, si je l'ai pas, j'ai pour checker jusqu'au lendemain, mettons, quand c'était fini.
Puis quand j'ai rechecké le lendemain, j'ai vu que justement, j'ai limité la Sorel, elle m'avait tagué dans les commentaires que malheureusement, je n'étais pas été revoir depuis. Puis elle m'avait dit, Dave, il y a déjà quelqu'un qui a misé plus haut que toi. J'étais comme Colin, Facebook ne m'ont pas montré tous les commentaires quand je regardais. Je n'ai pas vu la mise là, qui était plus haute. Fait en tout cas, peut-être que j'aurais eu, mais ce sera partie remise. Mais en tout cas, il était bien beau les chandails. J'aurais pas eu ça d'en voir. Mais pour une prochaine fois. Ouais, il y a eu des chanceux, en tout cas, et des heureux, parce que je pense qu'il y avait des bids sur tous les chandails. Puis, ouais, puis parlant de chandail, à Saint-Georges, il va y avoir ils ont posté une photo de la boutique là, aujourd'hui, là, tous les chandails de tous les joueurs qui sont prêts à être vendus. Ouais, moi, ceux qui vont avoir sauvé sur le prix du billet vont peut-être se gâter avec un petit chandail du Cool FM vendredi. Donc, ouais, la boutique là, qui est full load, là, prête à accueillir les fans. Exact. Non, mais tu sais, quand tu payes pas ton billet, tu sais, les concessions sont mieux d'être prêtes. Tu manges c'est ça. Plus, ouais, sont mieux d'être prêts. D'après moi, il va y avoir du monde à servir. Si on parle, je vois juste peut-être avant de parler là, des matchs qui s'en viennent, Stéphane Bellé qui dit David, tes petites questions. Je pense que cette année, on avait changé un peu, mais on est intervenu avec les petites questions, je pense, une ou deux fois. Mais tu sais, je le gauge, on donne un temps à nos invités que, ça me dire, souvent on dépasse tout le temps un peu plus que qu'est-ce qu'on dit quand on leur écrit pour faire les bookings. Là. Mais ouais, j'avais vu le temps, j'étais comme ça fait. C'est déjà rendu 9h30, là, fait que. Ouais, c'est ça, j'étais comme je veux pas trop prendre de temps non plus, surtout par rapport à combien j'avais dit quand que ça prendrait l'entrevue. Juste 20 minutes? Non, je dis tout le temps un peu plus que 30, fait que là, on a quasiment rendu 1 heure. Ça dépend si les invités de la jasette aussi, mais je pense que des fois, c'est nous autres qui veulent leur poser des questions, puis les gens aussi dans le chat, donc toujours plaisant. Mais ça, pour parler des matchs là, qui s'en viennent, on a parlé là, un petit peu du match là, à Saint-Georges vendredi, mais il y a d'autres matchs, là. Ça commence jeudi d'ailleurs. Oui, non, c'est vendredi cette semaine. Vendredi, il n'y a pas de match jeudi. C'est un des plus petits week-ends de la. Ben, petit, il y a 5 matchs, là, mais à 8 équipes, c'est rare les week-ends de 5 matchs. Habituellement, c'est 6 ou 7, des fois 8. Mais ouais, c'est un des petits week-ends de la saison, seulement 5 matchs à l'horaire. C'est quand même programme complet vendredi soir dans la Ligue. Donc, tout d'abord, là, à Saint-Hyacinthe, les 3L de Rivière-du-Loup qui sont en visite. Donc, les 3L de Rivière-du-Loup qui sont sur une séquence sur la route là, présentement, là, ne jouent pas à la maison pendant 2 semaines. On a récolté une belle victoire la semaine dernière, puis vont essayer de poursuivre là-dessus. Et Saint-Hyacinthe à la maison, si on enlève le premier match de la saison là, contre les Éperviers, où ce que Saint-Hyacinthe avait perdu, on parle là, quand même d'une séquence de 6 victoires de suite. En fait, même pas 6, 7 victoires de suite à la maison. On a déjà 8 matchs de jouer à Saint-Hyacinthe. Donc, c'est 7 victoires de suite pour le bataillon à la maison. Donc, devant leurs partisans. Donc, eux vont vouloir continuer. Là, vraiment, la foule à Saint-Hyacinthe qui est en train de... En peu de temps, là, est déjà en train de s'afficher là, comme une des meilleures de la Ligue. Pour avoir été là, samedi, là, je faisais le match sur TV-LNH. Tu sais, de voir... l'équipe qui marque 2 buts coup sur coup, la foule capote. Maxime Guillon qui marque son but pendant que la foule est en train de faire la vague. C'était quand même assez hot, ça aussi. Fait que, il y a des bonnes foules à Saint-Hyacinthe. Ouais, c'est le fun de voir que ça lève autant. Puis après ça, on a un petit peu de hockey comme dans le temps d'Eddie Shore pour finir la game. Là. C'était à 6-2, 2 matchs en 24 heures, les 2 équipes. Là. Mettons qu'il y a des joueurs comme Zachary Gravel qui faisaient un petit peu exprès de mettre le feu aux poudres de l'autre bord. Là. Ça a donné une quelques flamèches. Mais ouais, puis il a failli avoir... en tant que descripteur, pouvoir décrire une bataille de goalers, ça aurait été quand même quelque chose. Ça a passé très proche. Là. Leclerc qui a traversé la ligne est allé voir Boutillier, puis finalement Boutillier, lui, ça ne tentait pas, là, mais ça a failli se passer. En tout cas, ça aurait été drôle en tant que descripteur. C'est pas des choses que c'est très rare que ça arrive, là, mais en tout cas, ça aurait été drôle. Mais ça pour dire que
En plus, avec Bobby Barry et Martin Larivière qui se lancent des petites flèches dans les entrevues d'après-match et tout. Ça pour dire que le prochain match entre Thetford Mines et Saint-Hyacinthe, c'est le 13 décembre, vendredi le 13 décembre à Thetford Mines. Donc, les fans de Thetford, ratez pas ça, ça va être bon. Fait que, fin de la parenthèse. Ensuite de ça, match à Saint-Georges, on en a parlé, les Éperviers contre le Cool FM pour la première place. Le retour au centre sportif La Croix-du-Til, 3000 personnes, ça va être malade. Ensuite, à Jonquière, l'Assurancia qui va jouer contre les Marquis là-bas. Donc, on sait la rivalité, Thetford-Jonquière, on s'est affronté lors des 2 dernières années en demi-finale. Les Marquis là, qui voudront rebondir après leur performance un peu décevante là, à la maison la semaine dernière, parce qu'on a juste réussi à marquer un but. Puis à Québec, notez bien au pavillon de la jeunesse, donc c'est un des 2-3 matchs là, dans la saison là, qu'on disait que le centre à l'ancienne Lorette n'était pas disponible, donc c'est pas le même aréna, donc à bien noter. Mais c'est les Pétroliers de Laval qui aussi là, se cherchent un peu par les temps qui courent, là, qui vont affronter le national à Québec, donc ça risque d'être un bon match aussi. Puis samedi, Saint-Georges à Thetford Mines, la plus vieille rivalité de la Ligue. On l'a dit, Barry avait hâte là, que Saint-Georges vienne jouer à Thetford Mines, puisqu'il y a déjà eu 2 matchs entre les 2 équipes depuis le début de la saison, mais c'était à Beauceville, les 2 matchs, donc on avait hâte de pouvoir affronter notre ennemi juré chez nous, du côté de Thetford Mines. Puis en même temps, Thetford Mines est à 2 points au classement. C'est sûr que ça va peut-être changer après les matchs de vendredi, mais Thetford Mines est quand même à 2 points de Saint-Georges et de la première place là, au classement général. Donc ça aussi, là, ça suit. Yes. Donc, des bons matchs en perspective. Il va y avoir de l'émotion dans l'air. Donc, ouais, ben c'est parti. Là, la saison bat son plein. Fait que à chaque semaine, il va y avoir une coupe de matchs qu'on regarde, qu'on dit wow, ces 2 équipes-là qui s'affrontent, ça va être bon. Fait que j'ai hâte de voir ça. Super. Donc, rendez-vous dans une aréna près de chez vous, mesdames et messieurs. Et sur ce, on va dire merci à notre invité, Alexandre Fortin, qui était très généreux avec nous ce soir. Et merci à tous les gens qui nous ont écoutés en grand nombre ce soir, encore une fois. Merci, Dave. Et faites attention à vous au retour à la maison. Au revoir. Ciao.